Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, je vous renvoie à la barre YouTube et en description où il y a le timer de tous les tomes dont on va parler aujourd'hui. Tant que j'y suis, en description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram, et j'en passe. Et sur ce, on va commencer maintenant. Tout d'abord, on parle de Aohashi, tome 19. Bah, il y a quoi? Il y a 2 semaines, j'ai parlé de Short Piece, donc un one-shot de l'auteur. La semaine d'avant, j'ai parlé de Fermat Kitchen, du même auteur, donc c'est son autre manga sur les mathématiques et la cuisine. En plus, on avait qu'un... Merde, elle est où l'illustration? La super illustration qui était vendue avec, où t'avais Ashito de Aohashi et le héros de Fermat Kitchen, qui font à manger et du foot en même temps. Et bah, ça y est, le tome 19 de Aohashi est là. Un tome, encore une fois, super bien. Alors, je l'ai dit il y a quelques jours sur mon TikTok, Aohashi, à chaque tome, je me dis, c'est vraiment le meilleur manga de foot, et je vais pas peu dire de sport, c'est vraiment mon préféré de ce qui sort et que je suis en France. Alors, dans ce cas, je suis quasiment rien, mais en sortie manga de sport que je suis de manière régulière en tome, où il n'y a pas beaucoup, c'est le meilleur. Vraiment, c'est trop bien. Alors, on est dans le match entre les Espérions et Fukumashi, j'ai plus le nom, Funabashi Gakuin, donc avec un personnage qui s'appelait Trepon, qui était un grand costaud avec une coupe afro. Alors je me demandais est-ce que c'est un mec qui vient juste du sud du Japon, et non, dans ce tome-là on nous explique, alors je crois que c'est peut-être un petit peu dit dans le tome 18, mais là c'est redit et c'est bien expliqué, que c'est un Africain, alors un Africain d'origine, et en fait il y a tout un propos dans ce tome-là qui est hyper intéressant, alors intéressant, je me comprends, sur le racisme. Donc en fait, on découvre que le passage de Trépon a été victime, et un de ses potes a été victime de racisme durant l'enfance, et que c'est toujours un petit peu sous-jacent, parce que ouais, t'es un black, qu'est-ce que tu fais là, retourne dans ton pays, et lui il dit, ben mes parents sont étrangers, mais moi je suis né, j'ai grandi au Japon, j'ai jamais vécu, je sais pas, en Afrique, j'y connais pas. Et donc il y a tout un, on découvre un petit peu cette facette de cette personnalité qui a été victime du racisme présent au Japon, et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est pas des choses qu'on a l'habitude de lire dans les mangas en règle générale, et encore plus dans les mangas de sport où on s'attarde souvent juste sur le tournoi. Là, sur le tournoi, les membres de l'équipe d'en face, et en plus, des fois, leurs problèmes sociaux. Là, le fait que, ouais, c'est un jeune issu d'immigration, enfin, dont les parents sont issus d'immigration, qui a grandi dans ce monde, qui l'accepte parce qu'il a des capacités physiques hors normes, parce que bah, c'est un black qui fait 1m90 à 8 ans, il est plus rapide que Usain Bolt à 12 ans. J'exagère un peu le truc, hein, mais vous avez compris. Mais de l'autre côté, bah, il est un peu en mode... ouais, c'est normal, t'es étranger, hein, c'est pour ça que t'es si fort que nous. Et donc il y a cet équilibre-là pour lui à avoir entre... On le respecte parce que bah, il est super fort, super bon, mais en même temps, bah, mais t'es fort pas parce que t'es entraîné, juste parce que de base t'es né comme ça, c'est pas... Voilà. Et donc, je trouve ça super intéressant, et quand tu commences à Aohashi, sur ce petit gamin Ashito qui vient d'une bourgade du Japon sur une île, etc., et que bah il monte en puissance et qu'à côté on te raconte ce genre de choses, c'est hyper intéressant. Tu t'attends pas à lire ça en commençant à Aohashi, et ça montre encore une fois que c'est bon, à la base c'est un seinen au Japon, mais tu sens que c'est plus qu'un shonen et que c'est vraiment un manga qui a des trucs à raconter et qui sont super intéressants. Donc encore une fois, Aohashi, c'est une giga pépite, une giga masterclass, j'ai pas peur de le dire. Maintenant, on passe à Pumpkin Night, donc de Masaya Okazono et de Seima Taniguchi, donc au dessin, et le premier Masaya Okazono au scénario. Donc c'est un nouveau manga, entre guillemets, alors, entre guillemets, bon, c'est un manga d'horreur. Alors il n'y a pas de collection horreur, mais ils devraient faire une collection horreur Mangetsu, vu qu'ils en sortent beaucoup, si ça peut plaire au public fan d'horreur. Moi je suis pas le grand fan de manga d'horreur. J'ai, on va dire, des auteurs un peu niche que j'aime bien, Junji Ito, enfin des niches un peu old school, Junji Ito, Kazuo Mezu et Edishi Eno. Eux, c'est plus les niches, les deux derniers, enfin old school et niche. Et je suis pas toujours hyper fan de ce que publie Mangetsu. Pas mauvais, mais je sens que je suis pas le public cible. Shigame, j'aimais bien le début, je trouve que sur 5 tomes, c'était suffisant, mais j'ai
pas forcément aimé plus que ça la fin. Punky Night, c'est alors, pour moi un slasher. On va suivre un lycéen qui va être traqué par des lycéens qui vont être traqués par cette créature Punky Night, donc une gamine avec un masque de citrouille et un couteau qui va chasser des gens, mais en fait ces gens-là, elle les traque parce qu'elle était victime de harcèlement étant jeune. Donc un petit côté, souviens-toi l'été dernier, un petit côté Scream avec cette créature surnaturelle qui peut limite se téléporter, qui peut faire des trucs de ouf. L'idée de base est bonne, le tome 1 ne l'est pas. J'ai pas du tout accroché au titre. Je trouve que, alors peut-être que dans les prochains tomes, ça me ferait changer d'avis, mais j'aurais aimé connaître un peu plus les causes du personnage. Après un tome, j'ai l'impression que c'est juste de la gratuité, c'est juste de la violence pour de la violence, c'est de l'horreur pour de l'horreur, et j'ai pas aimé. Je suis pas du tout rentré dans le trip, alors que pourtant la couverture graphiquement dépote. Peut-être que je continuerai en numérique sur un ou deux tomes, mais j'avoue que physiquement, je pense pas continuer le titre, malgré, encore une fois, un travail super beau avec cet effet métallisé. Le tome 1 m'a suffi. On verra par la suite. Pareil, il y a Mother Parasite qui a l'air bien. Les retours que j'ai, c'est mitigé, et vu que j'y gamé, j'ai pas trop aimé la fin. Je pense que si je les prends, ça sera en numérique, donc peut-être que j'en reparlerai prochainement. Parce que j'ai envie, mine de rien, de lire des mangas d'horreur, mais la plupart, souvent, quand je les lis, je les aime pas plus que ça. Donc souvent, j'en lis un, je m'arrête, je fais bon, j'en lirai un autre dans 2 ans, et ainsi de suite. Et en plus, alors, j'ai un doute si c'est celui-là, ou si c'est... je crois que c'est cet auteur-là, j'avais regardé. Il a fait beaucoup de mangas de mémoire. Si j'ai les tomes qui sont sous la main, je vais regarder hors champ. Mais il a fait aussi un manga. Non, ah si, je les ai. Je l'ai là. Voilà. Merci d'avoir mis le bibliothèque à côté de moi. Donc cet auteur-là, c'est aussi Masaya Okazono. Oui, donc au scénario. Il a écrit et dessiné Ryoma. Donc un manga sur le personnage de Ryoma, donc qui est des personnes qui a permis l'ouverture de l'Occident. Alors il est souvent représenté en tant que samouraï avec un pistolet. Voilà. Donc je connaissais ce manga-là, j'étais curieux, et pas plus fan que ça. Il a aussi fait, alors c'est là, un manga que j'ai même pas dans ma collection, parce que j'ai lu il y a très longtemps, c'est Inugami, le dieu des chiens. C'est un manga que j'ai lu étant gamin, j'ai ultra kiffé. Alors je l'ai pas lu depuis, ça se trouve c'était nul à chier, c'est sur l'histoire d'un gamin qui trouve des chiens, et en fait c'est des chiens mutants qui sont plus ou moins des réincarnations de Dieu, donc d'où le Inugami. Ils avaient des chiens qui avaient des pics du crâne, des tentacules, il y en avait qui étaient du côté du mal, du côté du bien. J'ai des souvenirs où c'était un manga de fou, mais encore une fois je l'ai lu quand j'avais 10-15 ans, ça se trouve c'était nul à chier, et j'aimerais bien, un de ces quatre, retomber dessus. Si quelqu'un a des petites astuces, je suis preneur. En tout cas, Pumpkin Night, petite déception. On passe maintenant au manga de Kurokawa, et on commence avec du très très lourd, le tome 27 de Vinland Saga, donc qui démarre un nouvel arc qui s'appelle Un voyage de 1000 ans. Donc est-ce que c'est l'arc final de Vinland Saga, vu que Thorfinn a atteint le Vinland depuis un tome ou deux? Pour moi, on approche inévitablement vers la conclusion de la série. Il a atteint le Vinland, c'est le titre de la série, c'est d'accéder au Vinland. Alors je me doutais que le manga n'allait pas se terminer, bim, on est arrivé fin, on va nous montrer des choses. Là on voit un petit peu la vie entre les Vikings, les Norrois d'un côté, et je les appelle les Indiens de l'autre. Même si est-ce que ce sont des Indiens, vu qu'ils n'ont pas encore découvert les Indes, enfin, vous connaissez les cours d'histoire avec Christophe Colomb. Bon, les natifs de cette région, ils ont un peuple. Je sais plus, ils donnent un nom, mais j'ai pas retenu, excusez-moi. Et t'as Thorfinn qui est ballotté entre j'ai envie de faire la paix, mais mes compatriotes veulent faire la guerre, et non, faut pas faire la guerre, et donc à chaque fois il y a des compromis à faire. Ouais, mais s'ils nous attaquent, il faut une palissade pour nous protéger. Ouais, mais si on fait une palissade, on va leur montrer qu'on a peur d'eux, donc on va créer un sentiment de peur, et donc on va provoquer la guerre. C'est ça qui c'est plein de sentiments contradictoires. Et pareil, du côté des Indiens, il y a le chef de la tribu qui a peur d'eux, qui dit ouais ils vont nous faire la guerre, et qui veut lui-même, en faisant ça, provoquer la guerre, parce que quand il veut attaquer Thorfinn par derrière, inévitablement, tu vas aussi provoquer un conflit entre les deux tribus. Et t'as Thorfinn et Hildegarde, si je dis pas bêtise, qui essaye de calmer le jeu tant bien que mal, avec un mec qui fait ouais Thorfinn c'est un faible. Thorfinn s'il veut il t'éclate. On lui dit, Thorfinn, s'il veut, il éclate tout le monde. Il est trop fort. Alors calmez-vous, commencez pas à faire les bonhommes. Lui, il a fait la guerre, c'est un homme, un vrai. Hyper intéressant. Et on nous parle du fait que le Markland a été décimé, etc. On sait pas trop, etc. Il y a un mystère par rapport à ça. Et il y a beaucoup trop de plans sur les rongeurs, sur les rats dans ce tome-là.
Et je sais pas pourquoi je sens qu'on est en train de nous dire que c'est la peste qui a fait tout ça, et que la maladie va arriver, la peste va arriver, et que ça va provoquer l'extinction de tout le monde. Je le sens. Voilà, on verra avec les prochains tomes. En tout cas, Vinland Saga, c'est super bien. On passe maintenant à One Punch Man, tome 28. J'ai rien à dire sur ce tome, je l'ai lu, alors c'est cool, on voit le numéro 1 des super-héros, on nous spoil sur le dos de la couverture, enfin sur la quatrième de couverture. On a un gros combat entre Tatsumaki et Psycho, on dit « Ouais, touche pas à ma soeur », etc. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire, je trouve que One Punch Man, ça s'éternise un peu trop à mon goût, vivement que le manga, enfin au moins l'arc se termine, parce que je trouve que l'arc est beaucoup trop long, donc le manga s'éternise un peu trop à mon goût, j'ai pas grand chose à dire. Encore une fois, c'est ce que je dis depuis 3, 4, voire plus de tomes que ça, je pense qu'une fois qu'on aura la conclusion de l'arc, que je le relirai d'une traite, j'aurai un avis différent. Mais chaque fois j'ai l'impression que je me dis, ça se termine? Non, ça se termine pas. Ça se termine? Non, ça se termine pas. Et il est interminable cet arc-là, c'est un truc de fou. On passe maintenant rapidement à des mangas numériques avec déjà le tome 7 de Call of the Night. Eh ben, c'est du très très bon. On avait terminé le tome 6 sur du mystère, sur le fait de, Nazuna, quand est-ce qu'elle est devenue une vampire? Et on découvrait peut-être un peu ses origines dans le tome, à la fin du tome 6, avec une tenue d'infirmière, une photo, et on nous explique un petit peu le pourquoi du comment. Et ça rajoute encore du mystère, parce que tu dis, bon, tu sais son origine, bah non. En fait, Nazuna, c'est le fruit d'un amour entre un vampire et un humain. Mais comment c'est possible? On est dans Twilight, ou pas dans Twilight. Dans Twilight, c'est pas possible de faire des enfants entre vampires et humains. Donc, il y a tout un mystère par rapport à ça. Ça va sûrement être le prochain mystère qu'on va essayer de résoudre dans ce tome-là. Et c'est bien, c'est qu'avec ce tome-là, on a enfin découvert un peu tous les secrets de tous les vampires qu'on connaît. Donc on a vu la fille qui se déguisait en soubrette, on avait eu celle qui était en fait un garçon, il y avait la blonde, là on découvre celle qui était adulte, et on découvre l'autre, la big boss, celle qui a une mèche sur le côté à la fin du tome. On découvre son origin story, enfin on va découvrir son origin story dans le prochain tome, et je trouve ça hyper intéressant. Call of the Night, encore une fois, plus les tomes avancent et plus j'apprécie le titre, donc je vous conseille toujours autant. Je trouve que ce tome-là a rajouté du mystère en répondant à des questions, il rajoute d'autres questions, et je trouve ça très intéressant. Et vivement la suite de Call of the Night. On passe maintenant au tome 21 des héros de la galaxie, alors qui commence avec la réponse à Young Lee, qui avait dit à sa copine en disant « Est-ce que tu veux épouser ?» Et ça commence avec genre, toute sa vie elle a pensé à ça, toute sa vie elle a imaginé un plan pour essayer de le séduire, et maintenant qu'elle a la réponse, elle sait pas quoi dire, et elle est en mode peut-être, oui, elle dit oui. Et donc après ça, après ce petit moment rigolo, méga guerre, premier conflit frontal entre le blond, donc qui s'appelle l'amiral Kirschis, non pas Kirschis, putain j'ai plus son nom, au blond, Reinhardt, von Lohengram, face à Young Wenley, donc le premier conflit entre les deux, qui, alors, se termine par la victoire, mais sans être la victoire de Young Wenley, parce que Young Wenley prend le dessus, mais en même temps, l'Empire avait préparé son truc, ils ont attaqué la capitale de l'Alliance, et coup d'état, bordel son nom, et donc le président de l'Alliance dit « on se retire, on abandonne la bataille », alors qu'ils étaient en train de gagner, et parce que, voilà, lui, il a pris l'armée est un peu en pâle figure, et en plus, il y a la montée de la religion, qui était pas forcément un thème très abordé dans la série jusqu'à présent, qui là a donné son soutien au président, qui s'en sert un petit peu pour contrecarrer l'armée. Ouah, tu sais pas où ça va aller là, tu pensais que le manga était sur sa fin, et là, en rebondissement, vivement le tome 22. J'ai mis un petit peu de temps à la voir et à le lire, c'est le tome 3 de Jumbo Max de Tsutomu Takahashi, toujours aussi bien Jumbo Max, je prends toujours autant mon pied à lire ce tome, où finalement la descente en enfer, et donc dans le monde de la drogue du héros, est beaucoup plus rapide que prévu, parce que je me dis on va le voir tout doucement devenir un big boss, et en fait, non, la police le rattrape très rapidement, il commence déjà à être un petit peu cerné par les flics. Alors je me dis bon, le manga va bientôt se terminer, je crois qu'ils sont au tome 9 ou 10 au Japon, donc il y a encore beaucoup de tomes, beaucoup de choses à raconter, je suis très curieux de voir où l'auteur va nous emmener avec cette série. Super bien, alors encore une fois, c'est le seul petit reproche, et je trouve que le côté paternalité du héros par rapport à sa femme est un peu évoqué, mais on n'en parle pas tant que ça. Donc à voir par la suite. En tout cas, Jumbo Max, je conseille toujours autant, c'est vraiment du très très bon.
On passe maintenant à Kana avec Red Crimson, tome 3 sur 4, donc avant-dernier tome de la série. Alors très intéressant pour le début, où on a un petit flashback sur Rem, sur sa femme et sur son fils Rem, je sais plus son nom exactement. Ils font, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ne te venge pas, ne cesse pas de tuer les gens. Il fait, oui papa, oui maman, je tuerai personne. Et après, il y a le moment où il fait, non, je vais tous vous niquer parce que vous avez tué ma maman. Et bah, je suis très curieux de voir ça parce que quand tu vois le personnage de psychopathe qu'il est dans Shaman King Flowers et la suite Superstar, on est en train de développer un peu ce personnage-là pour la suite, à de voir ce que ça va donner. De toute façon, c'est pour moi juste là pour teaser, enfin introduire des personnages qui vont être importants pour la suite de The Superstar, dont j'attends le prochain tome avec impatience. On parle maintenant de The Danger in My Heart. Eh ben, super tome. Et alors, je tiens à saluer le travail de découpage de l'autrice, si je peux te dire si c'est une autrice, ou l'auteur, enfin l'auteur, le mangaka, le ou la mangaka, j'ai un doute. Alors le découpage du tome et du chapitrage, parce qu'en fait, alors c'est un truc, on s'en rend pas forcément compte si on n'a pas lu le tome, ou si on ne prête pas forcément attention, et alors je crois que dans l'animé c'est pas forcément aussi clair, parce que de toute façon on adapte des chapitres mais pas tous les chapitres en une seule fois. Le tome commence avec Yamada, donc l'héroïne qui demande à Kyotaro, le héros, ta line, genre des questions détournées, genre ta line, c'est ce que c'est line, tu veux pas qu'on échange nos comptes pour que je puisse t'envoyer plein de messages tous les soirs et te draguer, c'est un peu déguisé, et t'as un chapitre là-dessus, mais à la fin, Kyotaro échange son line avec d'autres personnes, mais pas avec Yamada, qui est un petit peu jalouse, il y a un moment où elle fait en mode « D'accord, tu donnes ton line aussi facilement à elle, mais pas à moi, hein, d'accord, je vois qui tu es comme garçon. » Et après on passe sur d'autres choses, il y a un chapitre où on échange les positions, et Kyotaro se retrouve derrière Yamada, et comme elle est plus grande que lui, bah elle arrive pas à voir, alors il lui dit « Ouais, bah, je vois que toi. » Et elle dit « Oh putain, il voit que moi dans la salle, oh là là, oulala, je suis toute rouge, je transpire. » Et en fait non, tu lui bouches la vue, tu lui caches la vue. Il l'a dit gentiment, mais c'est ça qu'il voulait dire. Le passage où il y a la rencontre parent-prof, et la mère de Kyotaro rencontre Yamada, et qu'elle dit à la fin « Oui, j'ai rencontré une fille de ta classe, elle était très mignonne, mais j'ai oublié son prénom. » Et il dit « Ouais, Yamada. » Yamada est juste derrière, elle se dit « Ouh, il me trouve mignonne. » Et elle part en courant, elle toute rouge. C'est vraiment adorable. Il y a plein de petits chapitres comme ça. Et tu finis le chapitre, enfin le dernier chapitre du tome, sur « Ah, au fait, tiens, mon line, c'est ça. » Et je me dis, oh, c'est cool, c'est que tu commences le tome sur une problématique, on passe sur plein de choses, on oublie complètement Line, et à la fin du tome, cette petite problématique pour Yamada est résolue. Et je trouve ça super cool de vraiment avoir un rappel du début du tome à la fin du tome, qu'il y a vraiment cette, on dirait on a un album Cédric ou Titeuf, etc. où t'as le premier chapitre qui vous raconte un truc et tu finis le tome sur la conclusion de cette histoire-là. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, très drôle. Vraiment, bah, super tome. Juste pour ça, je salue l'auteur. Enfin, le travail de l'auteur. Maintenant, il est l'heure de parler de Bucket List of the Dead avec la série qui ne s'est pas terminée en animé. Je crois qu'il manque 3 épisodes. Ça fait 3 ans que les gens attendent. Enfin, 3 ans. 3 mois, 2 mois, on n'a pas la fin de la série, c'est un peu dommage, surtout qu'elle se termine sur le gros cliffhanger du village. Alors on avait fini le tome 9 sur l'arc de la pérégrination, où ils vont découvrir tous les temples d'une région du Japon, qui a l'air d'être un truc qui a l'air de prendre une éternité à faire. Il faut vraiment avoir une épidémie de zombies pour avoir que ça à faire, qui est très sympathique, avec un personnage antagoniste, on découvre un peu son origin story, malheureux, la crise, etc. Et ensuite, on a l'arc le plus fan service de la série. Alors, il y avait toujours des petits moments où tu avais la poitrine à l'air, nue, des décolletés plongeants, etc. Mais là, j'avoue qu'un tome entier où ils arrivent sur un yacht, donc qui est en plus un de leurs Bucket List of the Dead, ils font oui, ici, c'est Sodome et Gomorre, vous pouvez baiser tout ce qui bouge, tout ce que vous voulez. Et donc t'as les filles qui sont en bikini et disent ah ben moi j'aime les grosses caquettes, moi j'aime ceci, et tu te dis mais où est-ce qu'ils sont tombés? Et t'as un passage où t'as son pote métis là, enfin bronzé, agent immobilier, il y a une page où il est en train de ken. J'ai fait ok, très bien, t'as le héros Akira qui se trouve avec ses filles qui lui montre ses melons, etc. Ok, ok, alors j'espère le développement entre le héros et l'héroïne va avancer un petit peu, parce que là c'est vrai que là il y avait un petit froid entre eux, parce qu'elle était un peu jalouse. J'espère que par rapport à comment ça mène le tome où ils se retrouvent tous les deux ensemble, sur une île déserte, ça va peut-être faire avancer un peu leur relation amoureuse. En tout cas, j'attends avec impatience le tome 11. Et on parle maintenant de Sexy Cosplay Doll, tome 11.
Eh ben, c'est un super tome. Déjà, le tome 10, c'était vraiment cool parce qu'il a été en train de mettre en place, pour moi, ce gros Avenger, ce gros crossover où tous les cosplayers que Marine et Gojo ont croisés durant les 8-9 premiers tomes vont se réunir pour une méga séance de cosplay autour d'un jeu vidéo d'horreur où tout le monde est déguisé en nonne. Je me dis, oh, c'est cool, on va avoir des interactions entre des personnages qui se sont jamais vus. T'as la fille qui se déguise en homme et l'homme qui se déguise en fille, comment ils vont se croiser, comment ils vont se rencontrer, t'as les mordus de photos, comment ils vont discuter, etc. T'as en plus un début de tome très intéressant sur Juju qui avait ce complexe de sa taille, qu'on lui dit, bah, tu sais, avec une contre-plongée, avec les focales, etc., on peut faire croire que t'es grande, et donc elle prend plaisir à pouvoir se cosplayer en Black Lobelia, donc c'était le deuxième ou troisième cosplay de Marie, donc c'est ce cosplay de Magical Girl où elle faisait l'antagoniste, et elle, comme elle était trop petite, elle faisait toujours le personnage principal parce que c'était elle avait un corps de collégienne. Je trouve ça hyper intéressant, et même elle se questionne sur, j'avais envie d'arrêter le cosplay parce que bah, je suis adulte, bientôt, on arrête de faire ça quand on est adulte, on lui dit, meuf, il y a des mecs qui ont 40 balais qui se cosplay. Moi j'ai 35 balais, calme-toi. En plus quand t'es adulte, t'as de la thune, tu peux dépenser encore plus de pognon pour ta passion. Donc ça c'est cool. Il y a le personnage de la femme qui était un peu plus mature, qui était un peu à regarder Marie en mode toi je t'aime pas. Et on découvre pourquoi elle l'aime pas, et c'est à mourir de rire qu'en fait bah, ça soit juste une grosse groupie de Marine, et que ce soit la première groupie de Marine. Et c'est marrant de se dire que Marine est une groupie de Juju, et qu'elle est une groupie de Marine et Juju. Et qu'elle appelle aussi Marine, oh c'est ma petite princesse, etc. C'est très drôle de voir le miroir, enfin d'avoir un personnage qui a le comportement de Marine, mais envers Marine. J'ai trouvé ça très très drôle. Et le tome se termine sur le tease du prochain cosplay, qui va être cette fois un ange adapté d'un light novel. Et c'est marrant, c'est qu'on aura fait quasiment tous les pans de la pop culture otaku japonaise. On a eu la Magical Girl tirée de manga, d'anime. On a eu un petit manga en 4 cases, un Kodomo, on a eu un jeu vidéo érogué, on a eu un jeu vidéo classique, un jeu de baston, là on a du light novel, il manque plus que le tokusatsu. Voilà, je dis ça, je dis rien. Alors maintenant on parle vite fait de My Hero Academia, excusez-moi, tome 37. Je dirais qu'un mot, lassitude. J'ai vraiment... Je me lasse de plus en plus de MHA. C'est plus les tomes de la série avancent et plus j'en ai rien à foutre. C'est enfin, je vais pas dire décevant, mais j'ai aucun intérêt pour ce qui se passe dans la série. Voilà. C'était le petit mot, le petit point sur MHA. J'ai commencé à les prendre en numérique et bah je me dis oh peut-être que je reprendrai le début de la série en numérique. Je suis même pas sûr de les reprendre maintenant tellement je trouve que la fin me déçoit de plus en plus. On verra comment ça se termine qu'on aura la fin, mais là, j'avoue que pour l'instant, je m'en fous. Et on termine maintenant avec du comics hybride, hein, du label 619 de Rue de Sèvres, avec tout d'abord le 3e numéro de Low Reader, alors qui est sous le partenariat du podcast Distorsion, que je ne connaissais pas avant. Alors c'est des Québécois, de toute façon c'est des Canadiens, mais alors, je sais pas, les Québécois c'est la partie française, qui ont un accent, voilà, un accent qui me fait rire. Donc ils font des podcasts sur des histoires d'horreur. Alors j'ai écouté, par curiosité après, j'avoue que l'accent québécois, j'ai eu du mal à rentrer dans le délire. C'est très long en plus, alors faut vraiment être posé. J'ai écouté ça en voiture et j'avoue que j'avais besoin que ça soit un peu plus punchy, mais pour la voiture. Je pense qu'à la maison, pour faire autre chose, c'est bien, mais en voiture, ou alors quand c'est la longue voiture où tu sais que tu vas faire 1 heure de route comme ça à 180, je roule pas à 180, mais voilà, vous m'avez compris. C'est pas quand tu étais dans les bouchons, etc., t'as besoin d'un truc peut-être un peu plus nerveux, un peu plus dynamique. Donc, en tout cas, à mon humble avis. Donc on a 3 histoires placées sous le signe de l'horreur et du numérique. On a une histoire alors, qui est sur 2 potes qui vont découvrir un site du dark web et qui vont acheter un truc et ils vont se trouver un petit peu dans la merde. Il y a une histoire qui est basée sur l'histoire vraie des jeux vidéo enterrés dans le Nevada ou le Las Vegas. Et donc des gens trouvent un jeu vidéo sauf qu'il est maudit, etc. Il se passe plein de dingueries. Je le trouve vraiment cool et très graphique. Et la 3e histoire, si je dis pas de bêtises, c'est plus sur les réseaux sociaux et comment on pourrait dire ça? C'est sur un mec qui est un petit peu matrixé, qui est un petit peu dans le délire d'homme hyper alpha, etc. Genre, sois un homme bonhomme, ne te laisse pas faire, donne un coup de poing, si une femme te répond, tu la baffes, etc. Vous avez compris le délire. C'est peut-être celle que j'ai le moins aimé. J'ai beaucoup plus aimé peut-être celle avec les jeux vidéo.
Mais en tout cas, les 3 histoires sont vraiment cool. En plus, encore une fois, c'est agrémenté de plein d'histoires. Et en plus, c'est un low reader avec une histoire dans l'histoire. C'est qu'on va suivre les deux chroniqueurs du podcast qui racontent un podcast. Et en fait, chaque podcast, c'est les 3 histoires. Et donc, et à la fin, tu as la conclusion avec le low reader, donc le corbeau qui est là, qui fout le bordel. Tome vraiment sympathique. Ça change un petit peu avec ce fil conducteur et donc cette petite dédicace au partenariat avec le podcast Distorsion. Je n'en fais pas la pub, hein. Comme j'ai dit, hein, j'ai écouté un podcast. Je suis pas rentré dans le délire, c'est pas mauvais, mais voilà. En tout cas, si vous êtes curieux de découvrir des histoires d'horreur racontées par des Québécois, podcast Distorsion. Et on finit avec le second tome de Mutafukaz saison 2, donc tome 2 sur 3, donc là, on a plus de la moitié maintenant. Donc ils étaient arrivés à Dark Las Vegas, si je dis pas de bêtises, c'est un tome qui est très bourrin, très violent, en même temps on est à Las Vegas, la cité de tous les vices, mais là cette fois c'est Dark Las Vegas. Je trouve qu'il y a des choses qui sont... Alors je trouve ça très intéressant qu'on revienne un peu sur le personnage de Vince et son origine, de plus en plus. Je crois que dans le tome 1, c'était un peu évoqué, mais là, on revient dessus. Je pense qu'on aura plus d'informations dans le tome 3, qui sera la conclusion de tout ça, sauf si on a un Mutafukaz 3. Bon, vu que le 1 a mis 10 ans à arriver, je pense pas qu'on l'aura tout de suite. J'ai beaucoup aimé le personnage de la femme militaire, qui est alors une caricature à l'extrême d'une sorte de ultra, pas féministe, mais ultra mal alpha, mais c'est une femme, genre le moment où elle est en train de téléphoner à son patron, donc qui est son père, le général, qu'elle est en train de faire de la gym, et qu'à côté, t'as un soldat qui est en train de, on va dire, lubrifier un manche en plastique qui va ensuite se faire enfiler dans le fion. Tu te dis, c'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi. Le passage où il tombe sur pareil, c'est pas des suprémacistes blancs, mais des gros mâles alpha qui sont bodybuildés de ouf, qui ont les bras veineux de fou, et on lui dit, mais ton bras, c'est pourquoi il y a autant de veines, on dirait un chibre, c'est n'importe quoi. C'est débile, c'est très drôle, moi j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Encore une fois, Ron, très what the fuck, mais j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Vivement le 3e et dernier tome pour la conclusion de Mutafukaz, Mutafukaz 2. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir. Et en description, comme d'hab, il y a un lien vers tous mes réseaux. Et bah sur ce, je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!